C'est un point de repère incontournable sur la carte Michelin. Un petit cercle bleu entouré d'un autre cercle bleu, c'est le château d'eau, bien sûr. Tournez à droite au château d'eau ou encore laissez le château d'eau sur la gauche et 300 mètres plus loin, prendre à droite. Oui, le château d'eau fait partie du paysage français au même titre que les chapelles, les calvaires et les ruines de châteaux. D'ailleurs, pour tout Français, il s'agit d'un château, comme son nom l'indique, et il y en a à peu près 16 000 sur le territoire métropolitain, contre quelques pauvres 2 000 à 3 000 sur le territoire allemand. D'ailleurs, pour les Allemands, il ne s'agit que de simples Wassertürme, des tours d'eau, comme ils les appellent un peu chichement. Et pourtant, à y regarder de plus près, il semble que certains Wassertürme allemands évoquent davantage des châteaux que ne le font les châteaux d'eau français. Vous suivez? Mais revenons aux origines de ces édifices. En France, comme en Allemagne, on commence à construire des châteaux d'eau au tout début du XIXe siècle. Plusieurs raisons. L'industrialisation galopante crée de grands centres urbains dans lesquels la question de l'approvisionnement en eau devient cruciale. Le développement de l'industrie réclame de l'eau, tout comme celui des chemins de fer, les locomotives à vapeur ayant elles aussi de grands besoins en eau. Il semble qu'on ait commencé à en construire un peu plus tôt en Allemagne qu'en France. Ils sont alors en briques, de forme cylindrique, la cuve étant invisible de l'extérieur, ou alors la cuve est apparente, simplement soutenue par une structure de poteaux en acier. Pardon? Non, ce n'est pas comme le croient les enfants. Ce n'est pas la pluie qui remplit directement le château d'eau. Un système de pompage achemine l'eau potable dans la cuve, qui est bien sûr hermétiquement couverte. Comme le château d'eau surplombe les habitations, la simple loi de la pesanteur permet ensuite de réguler et d'unifier la pression en eau au robinet. Les châteaux d'eau cachent des prodiges de technique, car il n'était pas aisé de concevoir des structures capables de supporter ces énormes masses d'eau suspendues dans les airs. Si les premiers châteaux d'eau arborent fièrement leur architecture recherchée, les constructions se simplifient au début du XXe siècle. Peu à peu, en Allemagne, on passe aux réservoirs d'eau semi-enterrés, car entre-temps, les ingénieurs ont trouvé le moyen de garder constante la pression de l'eau chez l'habitant sans avoir besoin de construire le château d'eau en hauteur. En France, on quadrille littéralement le territoire de châteaux d'eau, notamment au XXe siècle, où la brique et le métal cèdent le terrain au béton armé. Les châteaux d'eau surgissent, tels des champignons géants dans la campagne française, qu'ils marquent dorénavant de formes bien précises à chaque nouvelle décennie. Il n'existe pas de typologie officielle, ou plutôt, il en existe plusieurs. En fait, nous distinguerons la cuve d'un côté et le fût de l'autre. Alors, les cuves, il y en a de 3 sortes, les tronconiques, les cylindriques et les sphériques. Quant au fût, il y en a grosso modo 4 sortes, les poteaux, les cylindriques, les troncs de cône et les hyperboliques de révolution. Pour construire un château d'eau, il faut choisir son fût et sa cuve, ce qui permet à chaque commune d'exprimer toute sa créativité. Finalement, les modèles les plus fréquents sont le bouchon de champagne et le sablier. Et puis, il y a les ingénieurs qui poussent la modernité jusqu'à construire des formes de plus en plus audacieuses, voire carrément de vraies soucoupes volantes. À la fin du XXe siècle, la France se met, elle aussi, à privilégier les réservoirs semi-enterrés, même si la plupart des châteaux d'eau restent en activité. Dans l'après-guerre, il était de bon ton de les juger définitivement laids, ces châteaux d'eau en béton, de véritables verrues dans le paysage. Et, peu à peu, les Français ont commencé à les recouvrir de fresques censées embellir le paysage, nous avons bien dit censées. En Allemagne, les châteaux d'eau ont maintenant rang de monuments historiques. Il faut dire que les Allemands ont appris à regarder avec un œil avisé les Wassertürme grâce au travail que leur ont consacré les photographes Bernd et Hilla Becher dans les années 60. Désaffectés, certains ont été transformés en hôtels de luxe, comme celui de Hambourg, d'autres en immeubles d'appartements,
d'autres en musée, comme ici à Bébra, d'autres encore en planétarium, etc., etc. Si l'envie vous en prend, certains sont proposés à l'achat. Coût approximatif, 300 000 euros. En France aussi, on trouve quelques modèles de réaménagement, comme celui de Palavas-les-Flots, transformé en centre de congrès, ou celui de Ploudamelzo en Bretagne, qui, vous le voyez, est devenu une magnifique crêperie panoramique. Mais il est vrai que les châteaux d'eau français, avec leurs fûts en béton sans ouverture, sont souvent bien difficiles à transformer. Alors, la plupart du temps, les châteaux d'eau désaffectés mènent, hélas, une triste existence solitaire quand ils ne sont pas tout simplement condamnés à mort.